Des disparitions inexpliquées, des drames et des phénomènes qui semblent dépasser la raison. Il y a quelques zones géographiques dans le monde qui paraissent si étranges qu'elles semblent, plus que d'autres, marquées par les malheurs. Aujourd'hui, on explore en détail le triangle de Bennington qui cache d'authentiques mystères et quelques légendes urbaines tenaces. À cause d'un élément central terrible, des disparitions qui se succèdent et qui restent aujourd'hui dans leur majorité sans réponse. Bonjour, je suis Sailor. Sur cette chaîne, je vous raconte des histoires extraordinaires qui touchent souvent à nos croyances et dans le cas de ces disparitions inexpliquées, il va y avoir beaucoup de choses à en dire sur elles et également sur ce qui se passe autour. Juste avant de commencer, je vous présente le sponsor de cette vidéo, c'est CyberGhost VPN. Un VPN, c'est un outil qui vous permet de naviguer sur internet de manière sécurisée et grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez facilement masquer votre adresse IP et chiffrer vos données. Grâce à son interface claire, CyberGhost VPN est très facile à utiliser chez vous, depuis un Wi-Fi public ou encore dans un café, une gare ou bien ailleurs. Moi je l'utilise systématiquement quand je pars en tournage par exemple. Je l'utilise aussi pour trouver des informations et des sources qui sont bloquées géographiquement. Donc c'est vraiment utile dans mon cas, mais CyberGhost VPN vous permet aussi d'accéder à des catalogues de plus de 40 plateformes de streaming, dont Amazon Prime, Apple TV, Netflix, Disney+. Si vous aimez regarder des films ou des documentaires, en l'utilisant Hub, vous avez accès à d'autres catalogues avec parfois des œuvres qui ne sont pas encore disponibles en France. Donc vous trouverez probablement votre bonheur. CyberGhost VPN, c'est 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, ça fonctionne sur plein de systèmes d'exploitation et sur 7 appareils différents, ça va du téléphone jusqu'à la Smart TV, vous pouvez en faire profiter votre famille, vos amis, vos proches, beaucoup de gens. Je vous invite à utiliser mon lien juste en dessous pour bénéficier d'un tarif spécial de 2,03€ par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts, et si jamais vous n'êtes pas convaincu, CyberGhost VPN vous offre une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé, avec un support client français disponible 7 jours sur 7, et 24 heures sur 24, donc n'hésitez pas à tester. La première disparition survient le 12 novembre 1945 près de Bennington, précisément à Bickford Hollow, dans le Vermont aux États-Unis. Midi Rivers, un guide de chasse âgé de 74 ans, part chasser seul au petit matin et il dit à son beau-fils, Joe, qu'il serait de retour pour le déjeuner. Rivers part chasser à proximité du Long Trail, c'est le plus ancien sentier de longue distance des États-Unis. Pour bien comprendre le contexte, voici un petit topo des lieux. À quelques kilomètres au nord-est de Bennington, dans le Vermont, se trouve la montagne Glastonbury, nichée à 1143 mètres. La route habituelle pour atteindre le sommet est le Long Trail, qui commence juste à l'extérieur de Bennington, et c'est par là que part chasser Rivers. Joe attend le retour de Rivers, mais ce dernier ne revient pas pour le déjeuner. L'heure tourne, et à 15h, Joe réunit d'autres chasseurs pour partir à sa recherche. Il tire quelques coups de feu en l'air et hurle pour attirer son attention parce que Joe se dit que Rivers s'est soit perdu, soit blessé quelque part. Mais ils ne le retrouvent pas. Ils poursuivent leurs recherches les jours suivants et parviennent à obtenir l'aide de 300 personnes pour leur battu, des civils mais également des soldats expérimentés. Malheureusement, même avec cette mobilisation, aucune trace de Rivers. Et lorsque la neige se met à tomber, Joe sait que c'est fini. Impossible de retrouver sa trace, l'hiver s'installe et les recherches doivent donc s'arrêter parce que c'est difficile de poursuivre les enquêtes dans cette zone déjà compliquée à pratiquer. Seule une cartouche de fusil fut retrouvée intacte, pas tirée et supposément lui appartenant. Sauf que Midi Rivers ne revint jamais. Après ça, tout le monde se met d'accord sur le fait que sa disparition, c'est probablement juste un malheureux accident. Il s'est peut-être perdu, ou pire. En tout cas, c'est une disparition isolée. C'est triste, mais il n'y a rien de plus à dire. Alors les locaux mettent peu à peu cette affaire dans un coin de leur tête, et puis un an plus tard, une nouvelle disparition vient raviver le souvenir de celle de Midi Rivers. Le 1er décembre 1946, un dimanche, Paula Jean Velden, âgée de 18 ans, que vous voyez en photo, part faire une randonnée sur le Long Trail. Elle quitte Bennington et beaucoup de personnes la voient partir. Le propriétaire de la station-service près de l'université de Paula la voit marcher près d'un tas de gravier situé pas loin de l'université vers 14h45. À 15h, Louis Knapp, au volant de sa voiture, l'aperçoit le long de la route 67A. Il s'arrête et il lui demande où est-ce qu'elle va comme ça. Elle lui explique qu'elle part faire une randonnée sur le Long Trail. Louis s'en étonne. Après tout, on est déjà en plein milieu de l'après-midi, il fait 10 degrés, sauf que les températures vont encore chuter justement, et Paula ne semble pas assez bien vêtue pour randonner. Elle porte une parka rouge avec un col en fourrure, un jean et une simple paire de baskets. Alors elle a sûrement prévu de rentrer avant la nuit, ce qui explique pourquoi est-ce qu'elle est aussi simplement vêtue, et Louis la fait monter dans son véhicule pour l'avancer jusqu'à l'entrée du Long Trail.
il la dépose et il repart. Paula continue de marcher, elle est aperçue 45 minutes plus tard sur la zone montagneuse de Glastonbury, où Midi Rivers a justement disparu un an plus tôt. Paula avance et elle remarque une cabane le long de la route avec quelqu'un, un homme qui se tient à l'extérieur de celle-ci. Il est alors 16h et la nuit commence à tomber à 17h. Elle interpelle l'homme et elle lui demande jusqu'où va le sentier. L'homme, un certain Ernest Whitman, lui indique qu'elle en a pour environ 6,5 km jusqu'à la Fourche, une zone proche du sommet de la montagne. Et là, Whitman regarde Paula un peu plus attentivement et il la prévient. Ses vêtements sont beaucoup trop légers. Il n'a aucune réponse en retour, Paula ne l'a peut-être pas entendu, et elle est déjà d'ailleurs en train de s'éloigner. Après ça, selon le témoignage d'un couple assez âgé, Paula est encore aperçue. Il la voit sur un sentier qui bifurque, et justement là, Paula décide de prendre ce virage dans le sentier. Lorsque le couple atteint ce même virage, Paula n'était tout simplement plus du tout visible. Ensuite, la nuit tombe, et Paula Weldon disparaît bel et bien sur ce sentier. Le lendemain matin, il n'y a aucune nouvelle de Paula. Sa colocataire, Elizabeth Johnson, inquiète de ne pas la voir rentrer, signale son absence. Après tout, elle devait rentrer à la nuit tombée. Les parents sont alertés et confirment ne pas avoir de nouvelles de Paula. Comme pour Midi Rivers, il n'y a pas une seconde à perdre, les recherches sont lancées. Les autorités prennent le signalement au sérieux. Paula n'a que 18 ans, elle vient d'une famille sans histoire et ils pensent d'abord au fait qu'elle ait pu se perdre parce qu'elle était venue dans la zone 2 semaines plus tôt pour un cours de botanique et c'est certainement cette sortie scolaire qui avait pu lui donner envie de revenir dans le coin, qu'elle aurait pu trouver agréable, et il faut dire que le sentier est assez connu pour ses panoramas exceptionnels. Il allait donc falloir marcher sur ses traces, et petit rappel, nous sommes en 1946. À cette époque, dans le Vermont, il n'y a pas de police d'État, de state police. Il y a bien quelques forces locales et des shérifs de comté, mais rien de vraiment centralisé, et donc pas de quoi mobiliser des policiers en nombre pour une recherche à la hauteur des moyens nécessaires. Alors, comme pour la disparition de Midi Rivers, les proches de Paula s'organisent. Les recherches sont improvisées par le président de l'université de Paula, Levis Webster Jones, et le père de Paula Weldon, Archibald. Il mobilise les professeurs et il mobilise également les étudiants de l'université. En tout, 370 personnes s'organisent et partent par groupe de 20 sur le long trail en marquant leur passage à l'aide de confettis pour savoir quelle portion a déjà été explorée. Malheureusement, les premières recherches ne mènent à rien. Archibald, le papa de Paula, décide donc de prévenir les polices d'État de New York et du Connecticut, et il déclare aussi qu'une récompense de 5 000 $ attend quiconque aiderait à résoudre la disparition de sa fille. Archibald est pragmatique, il s'attend au pire, et dans tous les cas, il se dit que même si le pire était arrivé, justement, on pourrait au moins retrouver son corps. Le long trail est certes assez sauvage, mais il n'en reste pas moins un minimum aménagé, même à l'époque. Il y a au moins 5 abris à 3 murs sur la montagne. Vous savez, ce sont ces abris qui ressemblent à ça, où on peut s'abriter, notamment s'il pleut ou s'il fait froid, ça offre un minimum de confort. Ça reste évidemment rudimentaire et un peu exposé, mais ces abris contiennent même de la nourriture, en tout cas à l'époque. Le problème, c'est qu'aucun de ces abris ne montre de signe de la présence ou bien du passage de Paula. Disons-le franchement, la disparition de Paula, en tout cas dans ces circonstances, n'a pas grand sens. Aucun indice ne pointe vers ce qui aurait pu lui arriver, et on ne peut que spéculer sur son manque de préparation par rapport à ses vêtements, sauf qu'on sait quand même qu'elle avait prévu de rentrer le soir même. Un dernier indice, pas forcément lié à sa disparition, mais assez étrange pour être pris en compte par les autorités, vient encore plus semer la confusion. La police interroge les propriétaires de cabanes et de camping de la région, et un propriétaire témoigne à la police qu'il a vu 3 hommes gravir le sentier vers midi le 1er décembre 1946, dimanche, le fameux jour de la disparition de Paula. Et ces hommes lui ont demandé de garder une valise. À l'intérieur, il y avait des vêtements avec des noms écrits dessus. J.W. Carroll, William Watts et M. Golder. Les hommes lui ont partagé l'information que c'était des militaires, mais ils n'ont pas précisé pourquoi est-ce qu'ils étaient là. On peut à minima se dire qu'ils étaient tout simplement partis randonner comme beaucoup de gens. Le détail curieux, c'est que le témoin déclare que, comme Paula, en fait, ils ne semblaient pas habillés pour une longue randonnée. Et encore plus étrange, ils ne sont jamais revenus chercher leurs affaires. Alors est-ce qu'ils ont disparu? Est-ce qu'ils ont un lien avec la disparition de Paula? Évidemment, on ne sait pas. En tout cas, le mystère s'épaissit. Et avec la disparition de Paula, la région montagneuse de Glastonbury commence à avoir mauvaise réputation. On parle de la disparition d'une jeune femme, elle n'avait que 18 ans.
En plus, il y a un peu de folklore dans cette zone, hein. Les locaux racontent même que de temps à autre, la montagne égare et puis dévore celles et ceux qui s'y aventurent. Peut-être une métaphore à ne pas prendre au sens littéral, mais voilà, ça vous pose l'ambiance. Dans la zone, on aurait presque envie d'ailleurs de donner du crédit à ces rumeurs quand 3 ans plus tard, à partir de 1949, de nouvelles disparitions viennent secouer les alentours de Bennington. En décembre 1949, James Tedford, 68 ans, monte à bord d'un bus à Saint-Alban après avoir rendu visite à de la famille à Franklin, une ville toujours dans le Vermont. Ce soldat à la retraite retourne alors au Vermont Soldiers Home, une résidence où il est pris en charge à Bennington, sorte de maison de retraite si vous voulez. Et donc pendant son trajet retour, le bus s'arrête à Burlington où Tedford rencontre un vieil ami. Ils discutent un moment et puis ensuite Tedford reprend son trajet et quand le bus arrive à Bennington, Tedford est introuvable. Ses affaires sont toujours dans le bus, il y a même un horaire de bus, mais Tedford n'est jamais retrouvé. Il a tout simplement disparu sur son trajet retour sans explication. Et là encore, on n'est pas très loin de la zone des montagnes Glastonbury. En octobre 1950, un jeune garçon de 8 ans, Paul Jepson, se trouve à la décharge de Bennington avec sa mère qui vide leur camionnette. En fait, elle sort de la nourriture de sa camionnette pour nourrir leur troupeau de 60 porcs. Ces porcs sont gardés à la décharge que sa mère gère pour la ville, parce que les porcs se nourrissent des déchets organiques déposés sur place. En fait, c'est une pratique assez courante dans les régions rurales pour réduire les coûts d'alimentation et gérer les déchets à cette époque. Et pendant que sa mère s'occupe des animaux, Paul attend dans la camionnette. Alors entre 30 minutes et 1 heure passent, et lorsque sa mère revient au véhicule, elle réalise qu'il a disparu. Paniquée, elle cherche tout autour, sauf que Paul reste introuvable. Alors elle appelle la police, qui arrive rapidement sur les lieux avec un chien pisteur. Le chien suit la trace de Paul sur plusieurs kilomètres, sauf que la piste s'interrompt brusquement à l'intersection d'un sentier et d'une route secondaire, pas très loin de la montagne Glastonbury. Pour ne rien arranger, il se met à pleuvoir et la police suppose que la pluie a pu effacer les traces. Malgré une recherche intensive, Paul Jepson ne sera jamais retrouvé. Cette route située à proximité de la décharge de Bennington est celle où le chien pisteur a suivi sa trace avant que celle-ci ne s'interrompe brusquement, et 4 hypothèses sont développées autour de sa disparition. Une des hypothèses les plus discutées est que Paul Jepson aurait été accidentellement percuté par un véhicule alors qu'il errait sur une route. La date du drame était pile pendant un long week-end de 4 jours avec pas mal de passages sur ces routes normalement assez calmes et quelqu'un aurait pu le percuter dans un virage. Le conducteur, pris de panique, aurait ensuite dissimulé le corps. Cette théorie est appuyée par le fait que la piste suivie par le chien s'interrompt brusquement à une intersection, ça suggère donc que Paul aurait été déplacé en voiture. La pluie survenue peu après aurait définitivement effacé les preuves, rendant les recherches compliquées voire infructueuses. Une autre hypothèse suggère que Paul aurait tout simplement été enlevé par une personne de passage, pile pendant l'absence de sa mère. Il est également possible que Paul se soit perdu dans les bois, sauf qu'aucune trace de son corps ou bien de ses effets personnels n'a jamais été retrouvée. Enfin, certaines rumeurs ont suggéré que la mère de Paul serait responsable de sa disparition et aurait utilisé les porcs pour se débarrasser de son corps. Ce sont évidemment des rumeurs assez sordides et largement discréditées par les autorités par ailleurs. Paul Jepson n'est jamais retrouvé. Bon, cette disparition est assez insupportable parce qu'il s'agit d'un enfant, en plus dans un contexte absolument atroce. Même si on peut imaginer, même s'il y a des hypothèses, le fait est que sa disparition est restée inexpliquée. Quelques semaines plus tard, Freda Langer, 53 ans, campe avec sa famille aux alentours de Bennington, près du réservoir Somerset. Et là, il se passe quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu en randonnée ou en balade. Freda glisse dans un ruisseau avec son cousin. Alors évidemment, ils en sortent trempés et rester mouillés quand on fait du camping, c'est facilement dans le top 3 des pires sensations pendant une sortie nature. Donc Freda décide de retourner à leur campement pour chercher des vêtements secs pendant que son cousin l'attend au niveau du ruisseau, histoire qu'il ne se perde pas. Son cousin l'attend un moment, et puis 1 heure passe et il ne voit toujours pas Freda revenir. Il se dit que ça n'est pas normal et il décide de revenir au campement, sauf que là, Freda est introuvable. Elle a, elle aussi, disparu. 1 mois plus tard, en novembre 1950, Martha Janet Jones, 16 ans, disparaît après avoir fait du stop dans la zone de Bennington. Elle souhaitait se rendre à une école à Manchester dans le Vermont. Pendant 1 mois entier, personne ne remarque son absence. L'école pense à ce moment-là qu'elle est chez sa famille, et sa famille pense qu'elle est à l'école. Elle n'est jamais retrouvée. En 5 ans, 6 personnes disparaissent dans des circonstances inexpliquées, toutes dans les environs de Glastonbury ou Bennington. Mais quand même, Freda Langer est retrouvée 7 mois plus tard. Malheureusement, lorsqu'elle est retrouvée dans l'eau,
vous l'avez compris, elle est décédée. L'état de son corps rend la cause de la mort impossible à déterminer, mais elle se serait noyée par accident en essayant de prendre un raccourci pour rejoindre son campement, selon l'hypothèse la plus privilégiée. Mis à part elle, les autres disparitions demeurent mystérieuses. Vu le contexte, Paul Johnson et Martha Jones auraient pu être enlevés, l'un sur l'aire d'autoroute, l'autre en faisant du stop. Ted Ford aurait pu organiser sa disparition pour ne pas retourner dans sa pension pour vétérans, mais aller savoir où est-ce qu'il aurait fini. En tout cas, cette disparition à l'époque contribue vraiment à faire naître les légendes urbaines autour de Bennington et à faire de cette zone un coin maudit dans la mémoire des locaux. Mais avant de vous détailler les aspects justement les plus fantastiques, restons dans le concret. Une disparition dans une famille, c'est un deuil impossible à faire. Dans la presse, Paula Welden fut le cas le plus marquant et le plus mystérieux. C'est donc autour de sa disparition qu'on a le plus d'informations, parce que son histoire a fait les gros titres dans la presse pendant un moment. C'est le seul cas de disparition où il y a eu pas mal de rebondissements de tous ceux que je vous ai cités. On va donc approfondir le cas de disparition de Paula et toute l'enquête autour. Retour en décembre 1946. Quelques jours après sa disparition, une serveuse à Fall River dans le Massachusetts, Ora Teltier, raconte à la police qu'une femme ressemblant à Paula est entrée dans un restaurant avec un homme plus âgé, peut-être âgé de 25 ans, qui avait l'air ivre et énervé. Elle explique que la femme lui a demandé à quelle distance elle se trouvait de Bennington dans le Vermont, et elle avait l'air perdue, désorientée, déclarant qu'elle n'avait pas d'argent. Ora lui indiqua alors la gare la plus proche pour rejoindre Bennington, et en voyant l'avis de recherche de Paula par la suite, Ora assure qu'elle est certaine, c'était bien elle qu'elle avait vue. La police fouilla bien sûr Fall River, la zone où Ora l'aurait aperçue, mais sans succès. Et lorsque le père de Paula, Archibald Welden, apprend que sa fille aurait été aperçue à Fall River, il disparaît lui aussi pendant 36 heures sans expliquer où il est allé. À son retour, il a ses propres convictions. Archibald pense que le petit ami de Paula pourrait avoir quelque chose à voir avec sa disparition. Les autorités ne prennent pas du tout cette hypothèse au sérieux, mais Archibald l'envisage parce que c'est un médium qui lui a dit. Et puisque la police ne souhaite pas explorer cette piste, pas crédible selon eux, Archibald se fâche avec les autorités et les considère vraiment pas très pro. D'ailleurs, sur le moment, certains locaux soupçonnent même Archibald d'être responsable de la disparition de sa propre fille, et ils disent ça parce que Archibald a lui-même disparu 36 heures après avoir appris qu'elle avait été vue à Fall River. Et il le soupçonne aussi parce que le père accuse le petit ami de Paula. Alors évidemment, là aussi, ce ne sont que des rumeurs infondées, mais les rumeurs font mal, elles sèment le doute et elles détruisent des réputations et parfois des vies. L'enquête se poursuit et quand on examine le dossier, un nom revient très souvent. Celui de Fred Gadet. À cette époque, il vit près du Long Trail, à Arbor Road, et il a vu Paula Welden passer alors qu'il était en train de se disputer avec sa petite amie. Peu de temps après, Gadet déclare au policier qui l'interroge qu'il est parti dans un état de rage après s'être disputé avec sa petite amie. Et là, son témoignage varie, soit il est parti vers une cabane à proximité, soit en voiture en direction de Paula. Ses récits changent et la police pense qu'il leur a menti plusieurs fois. C'est notamment pour ça que son nom est resté très longtemps lié à l'enquête. Et pour ne rien arranger, en 1955, Gadet avoue même à 2 personnes savoir où le corps de Paula est enterré. Résultat, après ça, il est vraiment cuisiné par les autorités et après un très long interrogatoire, le bûcheron admet avoir inventé toute l'histoire pour attirer l'attention. Bon là franchement pas besoin d'être détective ou policier pour se dire que son comportement est quand même suspect, c'est donc tout logiquement que beaucoup veulent voir en Gadet le coupable idéal, et on peut donc lire souvent qu'après cette fausse confession, il se serait vanté, après avoir un peu trop bu, d'avoir tué Paula et caché son corps, mais ce ne sont cette fois-ci que des rumeurs colportées. Parce que selon les sources de l'enquête, il n'a jamais dit ça. Auquel cas, on se doute bien que les policiers auraient eu de quoi l'arrêter en tant que suspect. Donc il y a vraiment eu beaucoup de doutes autour de lui, des soupçons, mais il n'a jamais été suspecté, en tout cas suspect principal. Et la dernière découverte dans cette affaire a eu lieu en 1968, lorsque des restes squelettiques sont trouvés près du site de la disparition de Paula. Là, on imagine le pire, cependant, ces ossements sont trop anciens pour être ceux de Paula, même si la découverte reste étrange et macabre et qu'on n'en saura pas plus sur qui est-ce que ça pouvait être.
L'affaire reste non résolue jusqu'à aujourd'hui. Pour Paula, contrairement aux autres disparus, beaucoup d'hypothèses existent sur ce qui aurait pu se passer. Dans les hypothèses qui reviennent le plus, on dit par exemple qu'elle aurait pu se perdre sur le sentier, qu'elle aurait pu succomber à l'hypothermie à cause des conditions météorologiques difficiles et de son équipement qui n'était pas adapté. En plus, la région est assez connue pour ses terrains difficiles. J'entends par là qu'il y a beaucoup de trous par exemple entre des rochers qui sont recouverts de mousse. Il y a aussi des zones marécageuses dans le coin. Tous ces dangers potentiels, ces obstacles auraient pu potentiellement avaler quelqu'un, ce qui les aurait tout simplement fait disparaître rapidement et sans laisser de traces. Sur l'hypothèse de l'égarement, du fait qu'elle aurait pu se perdre, le détective privé Raymond Schindler pense justement qu'elle aurait pu emprunter un mauvais sentier à cause d'un élément assez curieux et effectivement pas très pratique, puisqu'en fait un autre sentier, lui aussi appelé Long Trail, se trouvait à une 50aine de mètres du bon sentier Long Trail qu'elle voulait suivre. Donc si elle s'y était aventurée par erreur, ça aurait pu la désorienter encore plus. Évidemment, ce ne sont que des hypothèses et d'autres hypothèses existent. On pense évidemment à l'hypothèse criminelle quand on voit que dans les autres disparitions probables, c'est peut-être ce qui aurait pu expliquer leur disparition. Je pense notamment à celle des adolescents enfants et Paula elle-même était encore très jeune. Ce qui revient en général en tout cas, c'est que sa disparition a entraîné la création de la police d'État du Vermont en juillet 1947, et si cela n'a pas empêché d'autres disparitions, leur prise en charge fut en tout cas beaucoup plus maîtrisée. Donc les disparitions inexpliquées se sont enchaînées entre 1945 et 1950, et si plus rien d'inhabituel n'a été rapporté ensuite dans la zone de Bennington, régulièrement, des locaux parlent de ces cas qui ont durablement imprimé la mémoire collective, un peu à la manière d'une Laura Palmer et du mystère qui entoure sa mort dans Twin Peaks. L'empreinte de ces disparitions reste pendant des décennies, jusqu'à ce qu'en 1992, l'auteur et folkloriste Joseph Citro invente le terme de triangle de Bennington, pour, selon lui, souligner la concentration inhabituelle dans cette zone géographique restreinte, disparitions qui nourrissent de nombreuses hypothèses et légendes urbaines. Tant et si bien que la zone ne tarde pas à voir un folklore plus fantastique se développer. Aux explications communes se greffent d'autres récits. Certains parlent de créatures, de lumières étranges aperçues dans le ciel, ou encore d'un mal surnaturel qui empoisonnerait ces forêts et s'en prendrait aux voyageurs. La réputation du coin devient sinistre et attire les passionnés d'inexpliqués. Mais alors, derrière les légendes, les racontars, y a-t-il quelque chose de vraiment mystérieux, étrange qui se cache derrière ces disparitions et qui pourrait être lié à cet endroit? Pour le savoir, je vous propose maintenant de remonter aux premiers phénomènes étranges rapportés dans la zone. Alors, Glastonbury Mountain, si on décompose, il y a bien sûr Glastonbury, et Glastonbury c'est justement un village. Il ne reste aujourd'hui que des ruines et quelques rumeurs, mais ce village, aujourd'hui fantôme et fondé en 1761, a prospéré un temps grâce à l'industrie du bois et du charbon de bois. Malheureusement, son terrain accidenté et son isolement ont rapidement conduit à son déclin. Encore aujourd'hui, les légendes urbaines parlent du départ précipité et mystérieux des habitants, qui auraient fui une menace inconnue venue des bois. En vérité, ce sont des inondations dévastatrices en 1898 qui ont conduit à l'abandon de l'endroit, tout simplement parce que les inondations ont complètement sinistré le village et l'endroit aurait été une ruine économique à rebâtir. Donc derrière ces disparitions, il y a à l'origine ce village fantôme sinistré. En creusant le folklore du triangle de Bennington, on commence un peu à comprendre pourquoi autant de légendes urbaines circulent et comment est-ce qu'on y rattache des phénomènes inexpliqués. Donc bien sûr, il y a ce village fantôme, mais bien avant l'arrivée des colons, tout a commencé avec les Premières Nations, en particulier le peuple Abénaki, qui refusait de s'aventurer sur la montagne Glastonbury. Ils craignaient que la terre y soit maudite, et ils n'utilisaient la terre d'ailleurs que pour enterrer leurs morts. Alors pourquoi est-ce qu'ils disaient que cette montagne était maudite? En réalité, ils évitaient peut-être la montagne Glastonbury à cause du risque réel de se perdre. Risque provoqué par des vents croisés au sommet de la montagne. En fait, des vents venant de différentes directions se rencontrent et créent des turbulences. Turbulences qui peuvent désorienter les personnes et perturber leur sens de l'orientation. On se doute que cette désorientation rend les déplacements dans les bois environnants très difficiles, voire dangereux. Et ce n'est pas juste anecdotique, cet effet de confusion est encore rapporté aujourd'hui, ce qui fait qu'il est très facile de se perdre dans ces bois.
Il y a aussi une légende qui se raconte par tradition orale, attribuée au peuple Abénaki, qui parle d'une sorte de pierre enchantée quelque part dans les montagnes. Une sorte de pierre magique qui est censée s'ouvrir et avaler un être humain en quelques secondes si on marche dessus. Une légende assez fascinante qui pourrait faire froid dans le dos, qui n'est pas sans rappeler l'une des histoires les plus célèbres de Junji Ito. En tout cas, les récits étranges continuent à l'arrivée des collants dans la région, qui rapportent eux des sons bizarres. Ils entendent des choses étranges dans ces bois. Ils déclarent aussi qu'il y a des bruits et des odeurs qui viennent de la montagne et des profondeurs de la forêt. Évidemment, ce sont des récits non vérifiables parce qu'on n'a pas de traces écrites, mais ce sont des récits qui sont souvent rapportés par les locaux, qui se passent par tradition orale depuis très longtemps et qui contribuent à la réputation inquiétante de la région. En tout cas, cette zone est le genre d'endroit à l'atmosphère si particulière que le lieu en lui-même paraît spécial. À part, vous savez, vous en connaissez peut-être quelques-uns. Et derrière les avertissements des Premières Nations, les légendes urbaines et les authentiques disparitions inexpliquées, je suis tombé sur un autre mystère qui pose question. Plusieurs randonneurs racontent que voilà, quand ils traversent cette forêt assez isolée, ils marchent et d'un seul coup, ils tombent sur des cairns. Alors un cairn, c'est un monticule ou une pile de pierres construite par l'homme. David Lacey, un archéologue qui travaille avec l'Office national des forêts du coin, a mené une étude approfondie sur ces cairns. Il a découvert plusieurs de ces structures près du sommet de la montagne Glastonbury, tant et si bien que dans les légendes urbaines, les mystères qui entourent ces cairns contribuent à renforcer la réputation du triangle de Bennington. On raconte par exemple que ces cairns marquent des lieux sacrés ou des zones de pouvoir pour les tribus anciennes et servent peut-être d'avertissement ou même de portail vers un inconnu surnaturel et dangereux. Les gens qui croient qu'il existe des lieux chargés se disent, en toute logique, eh bien, ces lieux, compte tenu en plus du contexte, sont peut-être négativement chargés et ces cairns peuvent servir d'avertissement ou, encore pire, être des réceptacles, des lieux où, si on y va, on sera à notre tour touché par ce malheur. Ces lieux seraient donc l'essence d'une espèce d'emprise magique surnaturelle qui s'émisserait dans notre monde, un peu à la manière d'une loge noire dans Twin Peaks encore une fois. Et donc en comprenant les croyances, l'interprétation spirituelle associée à ces lieux, on comprend également pourquoi est-ce que le triangle de Bennington, en tout cas aux États-Unis, est vu assez sérieusement par beaucoup de gens. Il y a tout un système de croyances souvent liées justement à une influence culturelle, locale, qui explique ça. Et pour en revenir à ces cairns, compte tenu de leur emplacement, le fait que des randonneurs aient pu être désorientés à cause des vents croisés tout proches, eh bien ça va ajouter à leur réputation mystique, parce que des gens qui s'égarent réellement dans la zone à proximité de ces cairns, qui ne comprennent pas pourquoi, vont avoir dans leur tête l'idée qui leur traverse de se dire « mince, peut-être que tout ce qu'on raconte autour de ces cairns et du lieu, bah en fait c'est vrai. La preuve, ça m'est vraiment arrivé. » Donc c'est un exemple parfait où la fiction, la réalité, les légendes, le réel s'entremêlent. Mais concrètement, justement derrière ces légendes, Lacey et son équipe pensent que ces cairns pourraient avoir des origines préhistoriques. Mais le vrai mystère, c'est leur fonction. Selon les dernières recherches, ils pourraient être liés à des rituels ou des croyances des Premières Nations et auraient donc été érigés dans un but spirituel. De quoi, encore une fois, évidemment, contribuer au folklore local autour de cette zone. Les disparitions mystérieuses autour du triangle de Bennington, de Midi Rivers à Paula Weldon, ont laissé une empreinte indélébile sur la mémoire collective de la région. En substance, cette transformation de la zone en coin à légende urbaine me fait penser à un sujet dont j'ai déjà parlé en vidéo, le triangle de Bridgewater, dans le sud-est du Massachusetts, popularisé par Loren Coleman dans les années 70. Un endroit associé à des observations d'ovnis, des apparitions de créatures, ou encore des activités occultes et à d'autres légendes urbaines qui touchent à des folklores locaux. En général, il suffit de quelques événements tragiques dans une grande zone naturelle et sauvage pour avoir les ingrédients qui permettent de créer un folklore et des rumeurs tenaces. J'ai beaucoup creusé les folklores régionaux français, notamment sur la chaîne, pour explorer sa diversité culturelle. J'aime vraiment voir d'où partent certaines croyances, certains faits, parce que ça me passionne de voir comment est-ce que tout ça évolue dans le temps et surtout se transmet à travers les générations. Et ce que je remarque, en tout cas avec le folklore américain, c'est qu'il a la particularité de prendre des faits divers tragiques, parfois insupportables, pour les élever au rang de mythes nationaux, en les incluant dans quelque chose de plus grand, de plus fantastique. Et la réflexion que je me suis faite, c'est que, vous savez, des disparitions, il y en a malheureusement souvent. Pour les familles, c'est quelque chose de vraiment insupportable, surtout quand elles restent inexpliquées à travers les générations. Et ce que je trouve beau et intéressant,
quand justement cette disparition s'intègre à un folklore qui frôle avec le fantastique, le surnaturel, qui est enveloppé d'une aura de mystère, c'est que justement, la mémoire de ces disparus reste, on en parle encore, on la raconte. Certes, ces disparus et ces disparitions, on leur donne ensuite une aura un peu plus mythologique, puisqu'elles viennent nourrir un folklore, elles viennent ensuite nourrir autre chose, mais quand même, elles existent. Et peut-être que, en plus de perpétuer la mémoire de ces disparus, elles pourront, dans certains cas, ces disparitions, être résolues, notamment par la transmission de ces histoires sous l'angle du folklore. Donc c'est jamais quelque chose de purement trivial, bien sûr, je peux me tromper, hein, ce n'est que ma réflexion, c'est mon avis là-dessus, vous pouvez ne pas le partager, mais c'est aussi ce qui m'anime quand je vous raconte un peu tous ces cas. On ne parle jamais que d'une seule chose et c'est toujours assez enrichissant. N'oubliez pas de vous rendre dans la description pour bénéficier de notre offre exceptionnelle avec CyberGhost VPN via mon lien promotionnel, 2,3€ par mois seulement pour protéger vos données lorsque vous naviguez tout en accédant à n'importe quel contenu géorestreint, satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Je le dis à chaque fois, mais c'est important, merci pour votre soutien, spectateurs de passage, abonnés ou membres, vous contribuez toutes et tous à faire vivre la chaîne, et croyez-moi, je vous suis reconnaissant d'avoir toujours cette plateforme d'expression sur ces sujets, et de voir qu'autant de gens peuvent être intéressés par tout ça. Je vous donne rendez-vous à très bientôt, prenez soin de vous, c'était Sylar, au revoir.